Merci de prendre 1 heure pour passer avec nous pour parler de modèles de développement d'intervention et de population et individuelle pour comprendre les niveaux d'analyse. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce ne sont pas spécifiquement des résultats de recherche que nous avons produits, mais plus une façon de penser la complexité et la diversité des interventions qui peuvent être mises en œuvre pour promouvoir les saines habitudes de vie. Alors, je vais être très intéressée à recevoir les questions et vos idées. Alors, vous vous éclaterez en temps et lieu et ça va me faire plaisir. Les seules questions qui ne sont pas bonnes, c'est celles qui ne sont pas posées. Alors, éclatez-vous comme bon vous semble. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui ont connu les travaux de Sir Jeffrey Rose, mais Sir Jeffrey Rose a eu une contribution tout à fait extraordinaire dans la réflexion autour des interventions à mettre en œuvre pour les individus et les populations. Et ce qu'il a mis en œuvre, il l'a publié dans un article qui est paru en 1985 dans le prestigieux International Journal of Epidemiology. Mais ça a été ensuite consigné dans un livre qui a été publié en 1992 qui se nomme The Strategy of Preventive Medicine, un livre que je vous recommande vivement. Et ce que je compte faire, c'est de vous expliquer un peu les propos qu'il mettait en relief parce que ça nous aide à penser comment on doit réfléchir l'intervention pour être capable de changer les habitudes de vie, les comportements qui sont favorables à la santé et aussi plus largement comment on peut promouvoir la santé des populations. Alors, tel que mentionné par Ibrahim et Lau, qui ont fait un commentaire sur cet important article en 2001, c'est qu'il y a 3 idées principales qui sont à la base des travaux de Jeffrey Rose. Et la première, c'est, et on va revenir sur chacune de ces idées, c'est les causes des cas ne sont pas forcément les mêmes causes que les causes de l'incidence. Ça veut dire quoi ça? The causes of the cases and the causes of the incidents. On va y revenir. Deuxièmement, c'est qu'il faut intégrer les approches individuelles et populationnelles. Souvent, quand on parle d'intervention, puis quand on parle d'approche individuelle et d'approche populationnelle, on pense que parce qu'il y a 2 approches, c'est soit l'une, soit l'autre, et qu'il y en a une qui est contre l'autre. Alors que ce n'est pas du tout l'idée. C'est que pour être capable de promouvoir la santé dans l'entièreté de la population, ça va nous prendre des approches qui visent les individus et d'autres qui visent les populations. Je vais y revenir. Et puis, troisièmement, il y a un paradoxe associé avec cette façon de faire la prévention. Et ici, je ne vous dis que peu de choses parce qu'on va y revenir de façon plus détaillée un peu plus tard. Et il faut avoir compris les 2 premiers pour comprendre le troisième. Alors, qu'est-ce qu'il y en est pour la question de la cause des cas et les causes de l'incidence? Et la cause des cas, pour ce qui est des habitudes de vie, c'est qu'une des choses qui est vraiment largement connue, et c'est grâce au fait qu'il y a eu des campagnes de communication et de la sensibilisation, c'est qu'on sait qu'il y a une association entre les habitudes de vie comme l'alimentation, l'activité physique, le tabac, pour n'en mentionner que quelques-uns. On peut parler aussi de l'observance aux médicaments, qu'il y a des retombées favorables ou défavorables pour la santé en fonction de ces habitudes de vie-là et ces comportements-là favorables à la santé. Et ce qu'on imagine, c'est que dans le fond, c'est qu'il faut connaître les facteurs individuels, que ce soit des facteurs individuels qui sont associés, par exemple, aux croyances, à l'efficacité collective, aux émotions des gens, et que si on est capable de développer des interventions qui vont influencer ces connaissances, ces compétences-là, bien, peut-être qu'on pourra changer les habitudes de vie, avoir des retombées sur la santé. Alors, et ça, c'est intéressant. Mais les causes de l'incidence, quand on parle d'une population, qu'est-ce qu'on fait pour être capable de comprendre les populations? Bien, pour ce qui est des populations, on va regarder des éléments comme la prévalence ou l'incidence. La prévalence, c'est à l'intérieur d'une population, quelle proportion de la population adopte ou n'adopte pas une habitude de vie ou un comportement particulier, ou on va regarder l'incidence, c'est-à-dire combien de nouveaux cas de personnes qui commencent à fumer ou des gens qui décident de devenir physiquement actifs y a-t-il dans une population. Et on fait ça souvent aussi avec les états de santé.
Mais à quoi, dans les faits, ça peut ressembler dans le pratico-pratique? Alors, vous avez peut-être plusieurs d'entre vous vu des graphiques qui sont produits par le CDC aux États-Unis qui illustrent très bien la progression de l'obésité chez les adultes aux États-Unis entre 1990 et 2006. Ce qu'on voit en 1990, et en présumant que plusieurs d'entre vous n'êtes pas daltoniens, les couleurs bleues plus pâles représentent des incidences beaucoup plus faibles ou des prévalences beaucoup plus faibles plutôt des prévalences beaucoup plus faibles de l'obésité dans la population. Et en 98, ce qu'on voit, c'est que le bleu devient un petit peu plus foncé, c'est-à-dire que le nombre la proportion de personnes dans la population de chacun des États qui souffrent d'obésité a augmenté de façon importante. Et si on regarde en 2006, on voit un peu le même portrait, à savoir que ça progressait encore plus, de sorte que dans la partie sud et est des États-Unis, on a des proportions qui avoisinent les 25 ou 30 de personnes qui sont obèses. Alors, vous me direz, ça, c'est les États-Unis, c'est pas comme ça au Canada. Alors, ce qu'on a décidé de faire dans notre équipe, c'est qu'on a construit le même genre de tableau au Canada pour être capable d'illustrer ce qui se passe au niveau de la population. Et ici, on parle des adultes canadiens et canadiennes. Alors, si on prend les données de l'enquête sur la promotion de la santé au Canada en 1985, on voit que dans la plupart du pays, sauf pour les territoires qui sont dans le nord, on a une faible prévalence de l'obésité qui est de l'ordre de 10 Dans les territoires plus nordiques, c'est entre 15 et 19 Maintenant, si on va en 1990, on voit que dans les prairies et en Ontario et dans les maritimes, il y a eu une progression qui est apparue. Ensuite, si on regarde un petit peu plus tard, en 1994, on voit que ça a progressé davantage. En 96, c'est resté à peu près stable. En 98, ça a progressé davantage. L'Alberta est embarqué dans la danse. Le Québec n'est pas encore dans la danse, mais le sera très bientôt. Et là, en 2004, ce qu'on voit, c'est l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. C'est que jusqu'à 2004, on demandait aux gens de rapporter leur taille et leur poids. Et à partir de ça, on estimait un indice de masse corporelle pour chacun des individus. Puis, on décidait avec un seuil particulier qui est de l'ordre de 30. On disait, bon, mais ces gens-là sont considérés comme obèses. Alors qu'en 2004, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de mesurer la taille et le poids des gens, ce qui veut dire qu'il y avait un taux de sous-estimation qui était fort important. Mais ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a un changement dramatique qui s'est produit, c'est que dans plusieurs provinces, c'est qu'on a rejoint ce qui se passe aux États-Unis en termes de proportion de la population qui peut être qualifiée d'avoir un excès de poids ou d'être obèse. Regarde en 2011, le portrait est encore plus dramatique. Ici, on voit le portrait pour les hommes. Ensuite, pour les femmes, où c'est un peu moins dramatique, on sait que les hommes sont plus à risque que les femmes de souffrir d'obésité. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près le même portrait de l'obésité entre 1985 et 2011 que ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Alors, ce qu'on peut voir, ce à quoi ça nous mène, c'est qu'on doit se dire, oui, au niveau individuel, on est capable de voir que les gens ont un problème de santé ou ont une habitude de vie, mais il faut penser que ce même genre d'exercice de diagnostiquer ce qui se passe peut se faire à d'autres niveaux. Ça peut se faire au niveau de pays, ça peut se faire au niveau de province, mais ça pourrait aussi se faire à quelque chose qui est encore à une autre échelle, qui est une échelle, par exemple, des villes, Montréal, Toronto et Vancouver. Et on pourrait même aller, par exemple, au niveau des quartiers. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que pourquoi est-ce que dans les faits, ce qui se passe au niveau des individus, ça peut être transposé ce qui se passe au niveau des populations. Et inversement, ce qui se passe au niveau des populations, ça peut se transférer à ce qui se passe au niveau des individus. Alors, la réponse courte à ça, c'est non, ça ne peut pas se transférer. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi en est-il ainsi au niveau des individus et au niveau des populations? Et là,
une des questions qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les individus deviennent-ils obèses? Et là, on va regarder la cause des cas. Pourquoi un individu spécifique développe l'obésité? Alors, on pourrait parler, par exemple, de consommation excessive de produits qui sont riches en gras et riches en sucre. On pourrait parler d'une dépense calorique insuffisante, mais actuellement, avec les données qu'on a, on pense que c'est beaucoup plus une consommation excessive au niveau alimentaire. Et évidemment, il y a la question des risques qui sont d'ordre génétique. Si on transfère ça au niveau des populations, pourquoi les populations deviennent-elles obèses? Ou en d'autres mots, quelles sont les causes de l'incidence ou quelles sont les causes de la prévalence? La cause de l'incidence, pour utiliser la terminologie de Rose, c'est peut-être que les populations consomment trop et ne dépensent pas suffisamment d'énergie. Il y a certains chercheurs qui sont allés un petit peu plus loin et qui ont dit que l'obésité et probablement beaucoup d'autres facteurs de risque au niveau cardiovasculaire, c'est une réponse physiologique normale à un environnement qui est inapproprié ou anormal. Et ça, c'est la clé de notre compréhension pour nous permettre de voir que pour agir auprès d'individus puis d'agir auprès de populations, il faut peut-être se servir d'outils qui sont différents, mais qui sont tout à fait complémentaires. Alors, je vais vous demander de regarder attentivement la photo qui est là et on va dire où sont les erreurs. On va passer en rafale. Je vous donne quelques secondes pendant que je parle pour regarder cette image-là. Et vous me direz, ah, ça a peut-être été pris aux États-Unis. Eh bien, non, ça a été pris en banlieue de Toronto. Cette photo-là a été prise en banlieue de Toronto. Donc, c'est un des environnements auxquels on fait affaire. Alors, voici. Si on regarde, on peut aller manger une pizza Domino's où on connaît maintenant la teneur calorique, surtout si on prend avec extra fromage ou avec une croûte qui est pan-fried. Ensuite, on peut aller manger nos beignes avec notre café aromatisé qui peut peut-être contenir du sucre. Et peut-être qu'on aura fait une consommation excessive, mais curieusement, c'est correct parce qu'on pourra aller faire une consultation pour une perte de poids. Ensuite, on pourrait aussi même faire le tout en passant au service à l'automobile. Et il ne faut pas oublier l'environnement commercial, c'est qu'on indique ici sur la pancarte que on pourrait facilement perdre 40 livres rapidement et sans effort. Alors ça donne un exemple extrême, bien entendu, et c'est pas partout que l'on voit ça, mais du fait que l'environnement peut être promoteur de différents éléments au niveau du comportement et au niveau, puis peut mener à des habitudes, peut mener à des états de santé qui sont particulièrement néfastes pour les populations. Alors, si on reprend notre graphique, et bien entendu que si on veut parler de comportement, d'habitude de vie, on va regarder les facteurs individuels et les influences individuelles. Mais si on veut parler de ce qui se passe dans la population pour comprendre la prévalence et l'incidence, il faut aussi rajouter d'autres éléments à notre réflexion. Dans un premier temps, il faut penser aux programmes et services locaux auxquels les gens ont accès soit dans leur milieu de travail ou dans leur milieu résidentiel. Il faut regarder les facteurs locaux du quartier résidentiel et on parle beaucoup ces jours-ci de toute la question de l'offre alimentaire et aussi du potentiel piétonnier et du potentiel pour être capable de faire du transport actif et d'utiliser le vélo. On peut penser aussi aux influences communautaires régionales. Est-ce qu'il y a une préoccupation par rapport à tous les changements qui peuvent faire en sorte que les gens peuvent adopter un mode de vie qui est physiquement actif et qui est sain pour la santé? Et finalement, on peut penser aux influences sociétales et aux politiques publiques qui existent dans nos sociétés et qui peuvent influencer le comportement d'une part et les états de santé des populations d'autre part. Alors, donc, si on veut revenir à cette question-là de la cause des cas et la cause des individus, un premier essai qu'il faut faire quand on essaie de développer des interventions qui sont efficaces, c'est d'identifier est-ce qu'on fait affaire à des individus, est-ce qu'on fait affaire à des populations et quelles sont les influences qui sont individuelles et les influences qui sont sociétales qui peuvent avoir une influence sur eux autres, et les influences communautaires, les facteurs locaux du quartier et les programmes et services pour faire un choix de la cible qui est la plus porteuse pour agir
en faveur de la santé de l'individu ou de la population. Et en quelques autres éléments, toujours en lien avec ça, et pour distinguer ce qui se passe au niveau des individus, au niveau des populations, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie et les facteurs de risque vont se distribuer selon un continuum et non selon une distribution qui est bimodale. Vous vous rappelez, dans les petits graphiques que je vous ai montrés, on parlait de prévalence de l'obésité sur différents territoires. Mais on prenait une variable qui était continue, l'indice de masse corporelle, puis on la scindait en deux à un seuil qui était identifié particulièrement, qui était identifié de façon spécifique. Donc ça, c'est un premier élément de réflexion. Second élément de réflexion, c'est qu'il y a une relation dose-réponse entre le degré d'exposition à un facteur de risque et la probabilité de la maladie. Alors, on va l'illustrer dans une petite minute, mais pour certaines maladies, ce qu'on sait, c'est que les risques sont très, très, très élevés, mais peu prévalents. Et ceci va nous mener à choisir une approche qui est individuelle. Donc, par exemple, si on dit on a le risque d'être exposé à du matériel toxique et qu'on travaille si on travaille dans tel type d'endroit, les matériaux toxiques se trouvent juste à un endroit, bien, probablement qu'on va avoir une approche individualisée pour s'assurer que les individus qui sont à proximité de cette exposition-là ont un travail, ont une intervention spécifique à suivre pour éviter d'être exposés à ces risques-là. Mais pour la plupart des maladies auxquelles on fait affaire, il faut reconnaître que les risques sont petits, mais qui sont très prévalents. Et ceci va motiver une approche qui est populationnelle. À savoir que, par exemple, si on parle de le niveau de pratique de l'activité physique dans une population, on sait qu'il y a un nombre limité de personnes qui sont très physiquement actives, mais qu'il y en a beaucoup qui sont inactifs. Et au niveau populationnel, le risque est très important parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont un risque. Voici comment on pourrait l'illustrer. On sait que les facteurs de risque, que ce soit des habitudes de vie, souvent, ça se distribue dans une population. Si on regardait la proportion de gens qui pratiquent par exemple, c'est qui ont un facteur de risque, on verrait souvent une distribution normale ou une distribution qui démontre qu'il y a de la variabilité dans la population. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a souvent un lien entre les facteurs de risque et la santé. Si on parle de l'activité physique, par exemple, dans le graphique de gauche, c'est que plus on fait d'activité physique, mieux est notre état de santé. Alors que si on adopte, par exemple, un facteur de risque on met les gens sur un continuum de consommation d'aliments qui sont sucrés ou qui sont à teneur élevée en gras, c'est qu'on va voir que celles et ceux qui en consomment le plus vont avoir le plus faible état de santé. C'est la nature d'un facteur de protection ou d'un facteur de risque. Si on prend un exemple particulier, soit celui de l'activité physique auquel je faisais allusion tantôt, c'est que ce qu'on va constater, c'est que dans la population, c'est qu'on voit qu'on a un groupe de personnes qui sont ici à droite, qui sont très physiquement actifs, mais que pour la plupart de la population, on a des gens qui sont très inactifs. La plupart des gens font un petit peu d'activité et ainsi de suite. Donc, la distribution dans la population ressemble à ça. Et ce qu'on sait, c'est que le lien dose-réponse entre la pratique de l'activité physique sur l'horizontale et l'amélioration de l'état de santé, c'est pas quelque chose de linéaire, mais c'est quelque chose de plutôt curvilinéaire, à savoir que quand on ne fait pas beaucoup d'activité physique, on a des risques plus élevés ou une santé plus faible. Puis le meilleur gain se fait quand on passe de un petit peu de pas du tout à un petit peu. Puis il y a encore des gains qui se font quand on passe de un petit peu à un petit peu plus, puis de un petit peu plus à beaucoup, et ainsi de suite. Donc, ceux qui ont le meilleur état de santé, c'est souvent ceux qui sont très physiquement actifs et ils se trouvent ici. Mais la plupart des gens se trouvent dans ce secteur-là où ils ne peuvent pas bénéficier des bienfaits de l'activité physique. Si on regarde le succès d'une intervention qui est populationnelle, ce qu'on voudrait voir, c'est de voir qu'on a un changement dans ce qui se passe. Alors, si on a transposé le graphique de la diapo précédente ici,
si on faisait une intervention à ce point-ci, puis qu'on voyait que ça changeait la distribution de la population pour la rendre normale plutôt que de tasser vers la gauche, à ce moment-là, on dirait peut-être qu'on a eu un succès partiel. Et dans les faits, c'est que si on reprenait encore ce graphique-ci, qui est notre pratique de l'activité physique dans la population, puis qu'on faisait une intervention à ce point-ci, puis qu'après l'intervention, qu'on avait complètement renversé la distribution dans la population, on indiquerait qu'il y a un succès important au niveau d'une intervention qui est populationnelle. Alors, à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie? Là, je vous ai présenté un certain nombre d'idées qui venaient de Rose, c'est-à-dire qu'il faut distinguer entre les individus et les populations. Il y a une question de relation dose-réponse, il y a une question de comprendre la distribution dans la population. Mais est-ce qu'on a des vrais exemples de ce à quoi ça peut ressembler? Alors, ici, je vous fais part d'une étude qui a été publiée en 2013 dans le très prestigieux British Medical Journal, où on parle des changements au niveau du poids et du fardeau du diabète et des maladies de la mortalité cardiovasculaire à Cuba entre 1980 et 2010. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des données de surveillance de la population où on avait des enquêtes sur l'état de santé de la population qui vivait à Cuba et on a documenté ce qui s'est passé sur une période de 30 ans. Ce qu'il faut savoir, donc, de 1980 à 2010, c'est que quand l'URSS s'est effondrée et que les pays sont tous devenus indépendants, il y a eu une crise économique qui a été majeure à Cuba, de sorte qu'il n'y avait plus de pétrole qui se rendait jusqu'à Cuba. Et l'alimentation des personnes à Cuba en a beaucoup souffert parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir toute la population et les gens ne pouvaient plus se déplacer, puis le transport des marchandises ne pouvait pas se faire. Et donc, on a regardé ce qui se passait au niveau d'un certain nombre de paramètres pour comprendre ce qui se passait au niveau de la population de Cuba. Alors, si vous regardez le graphique ici, ce qui apparaît dans la ligne en vert, c'est la proportion de la population. Donc, on parle de ce qui se passe au niveau de la population. La proportion de la population qui pouvait être considérée comme physiquement active. Donc, avant la crise économique, donc dans les années 85, 86, 87, on voyait qu'il y avait peut-être tout près de 30 de la population qui pouvait être considérée comme étant physiquement active. Alors qu'au pire de la crise, la proportion de gens qui étaient considérés comme étant physiquement actifs était de l'ordre de 80 parce qu'en effet, dans la population, on n'avait plus de pétrole pour mettre dans les automobiles, alors les gens ont commencé à marcher beaucoup plus et aussi à faire beaucoup plus de vélo. Quand la crise s'est apaisée, on a vu une baisse dans la proportion des gens qui pouvaient être considérés comme étant physiquement actifs. Et en 2010, cette proportion-là, elle était juste en bas de 60 ce qui est beaucoup plus faible que ce l'était au sommet en 80 mais encore beaucoup plus élevé ce que c'était avant la crise. Donc, il y a eu un changement au niveau populationnel et qui a été soutenu ici. Et ce qu'on voit au niveau de la consommation alimentaire, c'est qu'on a estimé quelle était la quantité de calories que les gens pouvaient consommer et qu'on voyait qu'avant la crise, il y avait à peu près, il y avait une estimation de la consommation calorique entre 2800 et 3200 kilocalories par jour. Mais ce qu'on voyait, c'est que dans le pire de la crise, parce qu'il n'y avait pas assez d'alimentation, c'est qu'on voyait une chute importante de la quantité de nourriture consommée. Mais après, quand la crise a été résolue et l'approvisionnement a été amélioré, c'est qu'on a vu une augmentation de la consommation moyenne de la population qui dépassait largement ce que les gens consommaient auparavant. Donc, ça, c'est des changements au niveau des comportements. Et comment ça s'est répercuté au niveau de différents états de santé? Eh bien, je vous montre ici la distribution de l'indice de masse corporelle en 1991, qui est en vert ici,
en 95, qui est la ligne pointillée. Et si on se transpose, 1995, c'est à la fin de la crise économique. Ce qu'on voit, c'est que c'est la courbe au complet qui a été tassée vers la gauche, c'est-à-dire que la moyenne générale de l'indice corporel dans la population, elle a baissé. Et ce qu'on voit, par contre, en 2010, donc plusieurs années après la fin de la crise, c'est qu'on a vu non seulement que la courbe ici s'est tassée vers la droite, donc il y a eu un changement complet de la population, mais ce qu'on voit aussi, c'est que la courbe s'est aplatie, puis on a une proportion beaucoup plus importante de la population qui est dans les catégories d'obésité, qui est de 30 qui commence à un indice de masse corporelle de 30, et 25 qui est le seuil pour l'excès de poids dans la population. Et finalement, si on regarde ce qui se passe ici, au niveau de la proportion d'obésité, on a vu que la proportion d'obésité, qui est la ligne pointillée, a augmenté de façon dramatique après, dans les années qui ont suivi le rétablissement des fournitures alimentaires. Et ce qu'on voit, c'est que la proportion de personnes qui ont un diabète a beaucoup augmenté également. Alors, qu'est-ce qu'on retire de cette étude-là qui a été publiée dans le BMJ? C'est qu'il ne faut pas retirer comme conclusion que pour influencer le mode de vie et la santé des populations, qu'il faut créer une crise économique. C'est pas ça du tout la leçon à tirer. La leçon à tirer, c'est que quand il y a des changements qui se produisent au niveau de l'environnement des individus, et on ne sait pas ce qui s'est passé exactement au niveau des croyances et des attitudes et d'autres facteurs sur lesquels on agirait au niveau individuel, c'est qu'il peut se produire des changements au niveau de plusieurs personnes et ce, tout en même temps. Alors, si on voulait agir sur les habitudes de vie, il faudrait intégrer des approches qui sont individuelles et populationnelles. Et qu'est-ce qu'on entend par une approche qui est dite individuelle, ou des fois on parle d'une approche qui est clinique? C'est que des approches individuelles, quand on veut intervenir, c'est souvent des interventions qui comprennent de multiples sessions, qui sont intensives. Elles sont souvent administrées par des professionnels de la santé et c'est fait dans des milieux psychothérapeutiques ou des milieux qui sont des milieux médicaux. Quand on parle d'une approche qui est dite populationnelle, c'est quelque chose qui est complètement différent. Ça ressemble plus à ce qu'on a vu dans l'article qui parlait des populations à Cuba. C'est que les approches populationnelles, ils ont des caractéristiques comme les suivantes, c'est-à-dire c'est des interventions qui sont moins intensives. Elles sont souvent administrées par des membres de la communauté ou automatisées par la présence ou l'absence, dans le cas qui nous concernait, de différentes caractéristiques environnementales. Pour l'étude cubaine, ce qui manquait, c'était l'approvisionnement alimentaire. On avait enlevé, il n'y avait plus de pétrole. Et c'est souvent dans les milieux de vie naturels tels que la communauté ou le milieu de travail. Ce n'était pas dans les systèmes de santé ou les systèmes médicaux que les changements s'étaient produits. C'était dans les milieux de vie réels dans lesquels les gens interagissaient au quotidien. Alors, ceci me mène aussi, si on veut repenser cette question d'intervention-là, il y a un outil qui a été absolument extraordinaire, qui a été développé par les collègues de Newfield Council on Bioethics, quand ils réfléchissaient à la question de l'obésité et toute la question de l'éthique de l'intervention au niveau populationnel. Et ils proposaient qu'il y avait une échelle d'intervention. Ça, c'est ma plus belle animation de la présentation. Profitez-en, c'est joli. Alors, ce qu'ils disaient, c'est que dans les faits, c'est qu'on a une échelle d'intervention, puis ce qui va motiver notre façon d'agir, ça va être de comprendre quelles sont les données, les données probantes qui sont requises, qu'est-ce que les données probantes nous disent sur ce qui peut être fait. Ce qu'on voit ici, c'est une échelle d'intervention qui met sur une espèce de gradient des interventions qui sont de plus en plus intrusives. Alors, dans un premier temps, si on regarde au bas de l'échelle, ne rien faire ou monitorer, de voir, de dresser un portrait de la population, c'est une action, mais et c'est pas intrusif parce que ça ne change rien dans la vie de personne que souvent qu'on mesure puis qu'on fasse état de l'état de santé de la population, mais ça donne un point de départ pour les intervenants.
Une autre stratégie qui est utilisée, c'est qu'on fournit de l'information, on va diffuser des messages d'intérêt public ou on va mener des campagnes de marketing social. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait un background dans lequel d'autres interventions peuvent se faire et on reconnaît généralement que c'est nécessaire mais non suffisant pour essayer de mobiliser de l'action ou des transformations au niveau soit des habitudes de vie ou l'état de santé des populations. Ensuite, on peut parler de faciliter les choix, comme par exemple construire des pistes cyclables, rendre accessibles des aliments santé à des coûts modiques, créer de nouveaux plateaux sportifs. Si on monte l'échelle, changer des paramètres par défaut, offrir des cours quotidiens d'éducation physique dans les écoles, ça pourrait être une façon de changer les paramètres par défaut parce que par défaut, les jeunes ont habituellement 2 cours par séquence de 8 jours dans les écoles. Quand on commande un hamburger, la plupart du temps, on s'attend à avoir des frites avec le hamburger parce que c'est le paramètre par défaut. Et on change le paramètre par défaut qu'il faut que les gens demandent pour avoir des frites plutôt que d'avoir des salades. On pourrait offrir des incitatifs, de réduire des taxes pour le transport actif, donner des crédits pour l'activité physique ou le conditionnement physique. On peut implanter des incitatifs, par exemple des taxes pour la malbouffe ou des taxes sur les boissons sucrées, qui est une thématique d'actualité aujourd'hui, ou de faire des frais supplémentaires pour la malbouffe. On pourrait restreindre les choix, bannir la malbouffe dans les écoles ou éliminer les choix. Et dans les faits, puisque le gradient, c'est de plus en plus intrusif, puis où on va avoir plus de résistance de la part de la population, les gens vont dire « Wow, un instant, là, je suis capable de décider moi-même », ça va être la quantité de données probantes. Si on trouve, par exemple, que de changer les paramètres par défaut, ça nous permet d'atteindre nos objectifs d'intervention, peut-être qu'on va aller avec ça plutôt que d'aller avec quelque chose qui est beaucoup plus intrusif, comme restreindre les choix. Par contre, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'il y a une éthique des choix d'intervention qui se pose aussi, à savoir que si on sait que ça prend de l'implantation de désincitatifs pour être capable d'agir, puis qu'on choisit, par exemple, de seulement fournir de l'information, bien, peut-être qu'on a un problème éthique parce qu'on sait que l'intervention ici ne nous permettra pas d'atteindre les objectifs que l'on pourrait vouloir avoir pour la population. Évidemment, ça implique qu'il y ait des partenariats avec les individus et des partenariats avec les populations pour être capable de faire ce type de choix-là au niveau de l'intervention. Quelques éléments pour compléter, parce que mon temps, le temps s'écoule rapidement. Il y a des éléments qui différencient les approches individuelles et les approches populationnelles. Les approches populationnelles, souvent, ça mène à des effets qui sont plus petits au niveau individuel et ça rejoint beaucoup plus d'individus. Et donc, au point de vue de la population, ça a un impact plus grand. Donc, par exemple, d'augmenter le potentiel piétonnier, peut-être qu'on n'a pas un changement dramatique au niveau d'un individu par l'ajout du potentiel piétonnier, mais au niveau de la population, ça a un impact. Les approches individuelles, ça va mener à des impacts qui sont plus grands, sauf que c'est très difficile à reproduire sur une très grande échelle et donc souvent, quand on a des interventions qui impliquent des professionnels de la santé qui doivent avoir des programmes qui durent 10 à 12 semaines, souvent l'effet est plus petit juste parce que c'est difficile d'implanter ça de façon fidèle et constante sur une plus grande population. Les interventions sur les comportements individuels, on sait que la plupart des études qu'on a actuellement qui portent sur les interventions, ça provient d'une perspective individuelle. Par contre, on sait qu'il y a certaines stratégies qui, à l'origine, étaient individuelles ou cliniques, qui ont été adaptées pour une perspective populationnelle. Donc, si on essaie de faire éducation par les médias, c'est quelque chose qui vise l'individu, mais on essaie de se servir d'une plateforme médiatique pour la diffuser plus largement. On peut faire des changements de curriculum scolaire parce qu'on veut essayer de rejoindre plus largement les gens. D'offrir des programmes dans les milieux de travail, ça peut être aussi une façon de rejoindre plus de gens. Et faire des correspondances dans des résidences ou des programmes dits self-help, qui soient faits par Internet ou par le courrier. Ça peut être des façons de rejoindre des tranches de la population qui sont plus importantes. Les interventions sont davantage populationnelles. Ce que l'on sait, c'est que c'est souvent des incitatifs ou des sanctions économiques, des taxes, des contraventions, des subventions, ou ça peut être des protections passives au niveau des risques environnementaux, des règles relatives à la fabrication de produits, la réduction de la disponibilité des points de vente,
des règlements qui sont relatifs à l'emballage, ou ça pourrait être, par exemple, le contrôle de pratiques promotionnelles. On sait, par exemple, qu'on ne peut pas faire la promotion de différentes de promotions auprès des jeunes au Québec, et c'est une loi qui a montré son impact positif pour la santé de nos jeunes. Si on pense aux facteurs qui sont associés au succès des approches individuelles, et c'est là que c'est curieux, on va s'approcher de cette notion-là du paradoxe de la prévention, c'est que les facteurs, les approches individuelles vont avoir du succès vont être importantes ou presque certaines. Le laps de temps requis pour que l'individu profite des retombées est court, donc il y a peu de délai de gratification, c'est que je fais quelque chose, puis boum, j'ai la retombée tout de suite. Et le coût du changement du comportement est relativement faible par rapport aux valeurs des retombées, comme par exemple prendre des aliments qui sont fortifiés en vitamines ou de choisir du lait qui a une proportion de gras qui est un petit peu plus faible. C'est des choses qui sont faciles, alors que de changer ses habitudes alimentaires, c'est quelque chose de difficile. Les facteurs qui sont associés à l'échec, les approches individuelles, évidemment, c'est l'inverse. Quand les efforts sont importants par rapport aux retombées ou que les retombées sont probables plutôt que certaines, si je fais tous ces efforts-là, mais que je ne perds pas du poids, ça devient un problème important. Les retombées vont se produire dans un avenir lointain plutôt que rapproché. Ça met en péril des interventions qui sont basées sur une approche individuelle. Pour ce qui est des avantages des approches individuelles, c'est que les individus aiment ça parce que c'est personnalisé. Ça n'interfère pas avec la vie de celles et ceux qui ne sont pas touchés. Ça s'intègre bien dans la façon dont les organisations de santé fonctionnent et ça peut permettre une utilisation efficace des ressources si c'est bien ciblé vers les personnes qui en ont le plus besoin. Et si on choisit des personnes à risque, souvent les effets sont beaucoup plus dramatiques et importants et c'est souvent ce qu'on aime voir, des gros effets. Si on parle des désavantages, c'est qu'on est en train de médicaliser la prévention. Le succès est souvent temporaire ou palliatif et l'adoption d'un comportement peut être singularisée. Et comme je le disais tantôt, c'est que la mise à l'échelle, ça peut mener à des problèmes de faisabilité de coûts et la contribution au niveau populationnel, souvent, elle est relativement limitée. Au niveau des approches populationnelles, on sait que s'il y a un contexte ou une situation particulière où le comportement se produit, donc essayer de changer le comportement par rapport à la ceinture de sécurité. On met seulement une ceinture de sécurité dans une automobile et pas quand on s'assied à une chaise sur notre bureau. Lorsque le contexte est du domaine public et lorsque c'est économiquement et politiquement plausible d'intervenir, il y a des exemples où on pouvait faire des interventions, mais qu'il y a toutes sortes d'autres enjeux qui viennent en cours, comme par exemple la fluoridation de l'eau et la régulation des médicaments qui sont prescrits. Les facteurs qui sont associés à l'échec des approches qui sont populationnelles, c'est lorsqu'il s'agit de gérer des comportements individuels qui sont choisis par l'individu, comme l'alcool au volant, l'utilisation de drogue. On parle, par exemple, beaucoup ces jours-ci de vapotage et des risques du vapotage, ou si on parle, par exemple, de la violence interpersonnelle. Les avantages, c'est que c'est radical, puis ça vise les causes fondamentales de l'incidence ou de la prévalence. Souvent, c'est un effet qui, même si ça a un effet petit sur les individus, souvent, c'est un effet populationnel absolument remarquable. Et c'est bien apparié aux besoins de la population, bien que certains individus auraient besoin d'une approche complémentaire qui soit une approche individuelle. Les désavantages, c'est souvent des transformations, par exemple, de l'environnement bâti. Ça peut être difficile au niveau acceptabilité, en termes de faisabilité, de coût, et c'est pas toujours facile de changer les pratiques. Ça peut mener, quand on a créé des pistes cyclables, on s'est préoccupé beaucoup de la question de la sécurité, par exemple, parce qu'on rajoutait des usagers de la route qui n'étaient pas là auparavant. Eh bien, à ignorer les probabilités qui sont petites, bien, moi, ça ne m'arrivera pas. Et ils ont tendance à évaluer les risques en fonction d'attentes normatives plutôt qu'en termes qui sont absolus. Moi, dans mon environnement, je n'ai jamais vu personne qui a eu ça, donc ça ne se produira pas chez moi non plus.
Si on combine les approches individuelles et populationnelles, elles peuvent s'appuyer, se renforcer mutuellement à condition qu'il n'y ait pas d'interventions qui sont en conflit les unes avec les autres. Et le meilleur exemple de ça, c'est qu'on voit que probablement qu'il y a un besoin, on parlait beaucoup de l'utilisation du vapotage, par exemple, pour aider des personnes qui voulaient cesser de fumer, mais en même temps, les jeunes qui commencent à faire du vapotage pourraient devenir des fumeurs qui sont réguliers. Et ce qui est intéressant, c'est quand on utilise des approches individuelles et populationnelles qui sont complémentaires les unes aux autres, c'est que ça peut créer des normes sociales si elles sont utilisées simultanément et si elles sont en complémentarité les unes avec les autres. Alors, j'espère que vous ne vous sentez pas comme ça. Et ça nous mène justement à le paradoxe de la prévention, c'est qu'une intervention, et c'est dit de la façon suivante, en anglais, je vous lis en français, une intervention qui mène à des bénéfices pour la communauté, la population, mène souvent à des bienfaits qui sont minimes pour l'individu. Et c'est le paradoxe de la prévention. Quand on parle de prévention, souvent les gens parlent de bénéfices individuels, alors que plus souvent, les interventions préventives qui sont efficaces pour la population, ça mène à des bienfaits qui sont minimes pour les individus et inversement. Alors, je vais, dans l'intérêt de vous entendre et pouvoir échanger avec vous, je vais juste passer à la dernière diapo, qui est la suivante, et c'est de vous laisser avec une réflexion que je trouve fort intéressante et importante. C'est un commentaire c'est une citation qui est attribuée à Einstein qui se lit de la façon suivante. La théorie, c'est lorsqu'on comprend tout, mais que rien ne fonctionne. La pratique, c'est lorsque tout fonctionne, mais nous ne savons pas pourquoi. Nous finissons toujours par combiner la théorie et la pratique. Rien ne fonctionne et nous ne savons pas pourquoi. Et dans les faits, la recherche qu'on fait dans le groupe IBTN et l'équipe de vie, c'est justement pour nous permettre que tout fonctionne et qu'on sache pourquoi et comment s'y prendre. Alors, on va ouvrir à la discussion. À vous de jouer maintenant, comme les petits minous. Merci. Merci, Dr. Gauvin. Maintenant, on va prendre des questions. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui veulent? Je pense que maintenant, vous avez l'opportunité de parler. Est-ce qu'il y en a des questions? Si les gens sont gênés, ils peuvent poser les questions avec chat. le chat. Oui. Oui. Allez-y, soyez pas gênés, je vous le disais. Les seules questions qui ne sont pas bonnes, c'est celles qui ne sont pas posées. Ah, ouais. OK. Giovanna? Il faudrait que vous enleviez le... Oui, voilà. On vous entend maintenant. Hi, can you hear me? Yes. I can hear you. Yeah, Thank you. hello. Thank you for the interesting presentation. I had just one curiosity. Yes. Could you speak a bit more about challenges of low and middle income countries into implementing certain populational approaches? Because I would assume that those differ largely between high income and low income countries. Yes. I think that's a really est-ce que je peux répondre en français? Oui, yes, yes. Oui, oui. La question était de savoir, est-ce que c'est plus facile ou c'est plus difficile de mettre en œuvre des approches populationnelles dans les pays en développement ou les pays en transition? Et la réponse, c'est que la mise en œuvre d'une intervention individuelle comme une approche qui est populationnelle apporte toujours des défis qui sont particuliers et je ne pense pas que ce soit plus difficile ou plus facile à un endroit à l'autre. C'est parce qu'il y a des étapes à suivre. On peut imaginer que dans les pays qui sont en développement ou en transition, qu'on aura moins de ressources pour être capable de faire
un diagnostic de ce qui se passe dans la population, mais pas nécessairement. Ça se peut qu'on ait d'excellentes données qui soient des données de surveillance. Ce qui est toujours difficile, peu importe où on fait l'intervention, c'est de s'assurer d'avoir un partenariat avec les populations qui sont concernées et d'avoir des gens qui sont capables d'exprimer est-ce que c'est faisable de faire l'intervention populationnelle. Alors, la difficulté relève souvent de la faisabilité des interventions et de la possibilité de faire de l'évaluation. Mais en bref, le volet diagnostic, le volet formulation de l'intervention avec l'identification des cibles qui sont les plus porteuses, qui vont mener au changement qui est souhaité par les intervenants et par la population. Ensuite, l'implantation telle que ça a été pensé par le partenariat qui a été créé et l'évaluation des retombées, ça pose toujours des défis qui sont importants et souvent, ils vont peut-être être différents dans les populations, dans les populations qui sont dans des pays en développement et en transition, mais souvent, c'est les mêmes types de défis qui sont partagés. Yeah, thank you. Thank you for the response. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Elise? Il faut enlever la sourdine. Oui, voilà. Bonjour, OK. Élise. Bonjour, merci Ça pour va la bien? présentation. Oui, ça va Merci. bien. Merci. En fait, je me demandais si tu avais un exemple concret d'étude où est-ce qu'on a combiné une intervention individuelle avec une intervention populationnelle. Mhm. La plupart du temps, dans certains oui, si on va, en fait, historiquement, si on va voir dans les grandes études, le Stanford 3-City Study, le Stanford 5-City Study, et on va voir même les interventions qui ont été faites dans la Carélie du Nord, en Finlande, c'est que c'était les grands essais pour essayer de changer le profil cardiovasculaire des populations. En premier, en Carélie du Nord, c'est que dans cette province-là, c'était l'endroit en Finlande où le profil au niveau cardiovasculaire des habitudes de vie puis du risque de morbidité, de mortalité était le plus élevé en Finlande. Et c'est toute la communauté qui s'est soulevée pour dire, écoute, il faut qu'on ajuste sur ça. Et ils ont élu quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la santé, Pekka Puska, pour travailler pour la mise en œuvre d'interventions. Et là, on a trouvé un ensemble d'interventions qui pouvaient être, par exemple, de rendre l'offre alimentaire locale, la rendre beaucoup plus disponible. On avait aussi beaucoup d'interventions qui pouvaient se faire, par exemple, le dépistage de problèmes au niveau de l'hypertension. On a vu le même genre de choses dans le Stanford 5-City Project où on pouvait, par exemple, faire des changements au niveau c'est là qu'on a commencé de l'offre alimentaire dans les restaurants où on mettait des étoiles ou des cœurs pour montrer l'offre alimentaire qui était plus heart health friendly ou qui était plus disponible qui était meilleur pour la santé des individus. Mais en même temps, on pouvait faire, par exemple, des campagnes de dépistage de l'hypertension ou des campagnes de dépistage de l'hypercholestérolémie et ainsi de suite. Donc, on combinait ces approches-là. Okay. Donc ça, c'en est des exemples, mais des exemples plus actuels, c'est que ce qu'on voit aussi, puis ça, ça voudrait un autre webinaire au complet, c'est que souvent, les interventions sont complexes et multimodales. C'est-à-dire qu'on va avoir de multiples cibles dans multiples milieux. Donc, si on décidait, par exemple, quand on agit, par exemple, sur le tabac, c'est qu'au début, quand les gens ont dit, bien, le tabac, c'est un choix qui est
individuel. Fait qu'on va offrir des programmes de cessation tabagique. On va avoir des patchs de nicotine pour aider les gens à gérer la question de la dépendance. Et ça, c'est des approches qui sont foncièrement qui sont individuelles. Mais après ça, c'est que dans l'évolution de l'intervention sur le tabagisme, les gens se sont rendus compte qu'il fallait agir aussi sur les politiques publiques et qu'on ne pouvait plus fumer dans les milieux de travail, dans les autobus, dans les avions, dans les transports en commun. Et on a continué à faire ça, mais on n'a pas arrêté d'offrir des approches individuelles aux gens qui fumaient, mais on a implanté les deux en même temps. Donc, Super, merci. merci. Je vous remercie de votre présence à cette présentation par Équipe de vie. Puis aussi, merci encore une fois, Dr. Gauvin, pour la présentation. Ça me fait plaisir, puis on se reprendra un autre tantôt. Oui, c'est ça. On va avoir des autres webinaires pour Équipe de vie. On va essayer de faire une chaque mois. Sur la prochaine, c'est en décembre. Puis on va vous envoyer un courriel pour les informations. OK? Mais merci tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.